Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes au cours 9B et nous allons découvrir deux volets méthodologiques. D'une part, deux méthodes de quantification des réactions immunitaires cellulaires et d'autre part, la cytométrie en flux et le FACS. Passons maintenant à quelques essais cellulaires. Le premier est l'essai de relargage de Chrome 51 qui permet de quantifier la cytotoxicité. Cet essai est utile pour mesurer la fonction des cellules T CTL, les cytotoxiques, ou des cellules NK. Ces types de cellules tuent en relarguant de la granzyme et de la perforine qui détruisent la membrane cellulaire des cellules cibles et les font éclater. Les cellules cibles sont chargées au préalable de chrome radioactif, puis mises en contact avec les CTL ou les NK. Le mélange cellulaire est centrifugé, et en absence de lyse, le chrome restera fixé dans le culot cellulaire. Par contre, s'il y a eu lyse, le chrome passera dans le surnageant après centrifugation. En déterminant la radioactivité du surnageant, on peut apprécier la capacité cytotoxique des CTL ou des NK. Un autre essai cellulaire quantifie la prolifération, ceci par exemple pour détecter la présence de cellules B ou T spécifiques à un antigène. Il existe deux types de marquage qui requièrent une détection un peu différente. D'un côté, on a le marquage radioactif, où les cellules accumulent de la radioactivité lors de chaque division. D'un autre côté, on a le marquage fluorescent, où les cellules perdent leur fluorescence initiale à chaque division. Pour les essais au marquage radioactif, les cellules T sont induites à proliférer, par exemple par la présence d'IL2 ou d'anti-CD3. Ensuite, on ajoute de la thymidine triciée radioactive au milieu de culture, à ce moment donné. Les cellules vont incorporer la thymidine triciée dans leur ADN à chaque cycle de réplication, et donc vont s'enrichir en radioactivité. Après plusieurs jours, les cellules sont collectées et lysées, et la radioactivité est quantifiée. Pour les essais au marquage fluorescent, les cellules sont marquées avec un fluorophore cytoplasmique, souvent le CFSE, et sont induites à proliférer, à nouveau avec l'IL2 ou l'anti-CD3. Et lors de chaque division, chaque cellule fille retient la moitié du fluorophore et donc devient de moins en moins fluorescente. Après plusieurs jours, les cellules sont collectées, fixées et analysées par cytométrie en flux. L'avantage de cette deuxième méthode, en outre d'éviter la manipulation d'échantillons radioactifs, est qu'elle permet d'analyser parallèlement d'autres marqueurs sur les cellules. Nous verrons cela en discutant de la cytométrie. Voici un essai de prolifération utilisant le marqueur fluorescent CFSE. Dans tous les graphes, il est reporté sur l'axe des ordonnées, et plus on est à droite, plus on est en présence de quantité de CFSE élevée, ou de fluorescence élevée. On s'intéresse à la prolifération de cellules T spécifiques de l'antigène suite à la stimulation par décès affichant l'antigène. Dans le premier cas de figure, en haut, les cellules T seules ne prolifèrent pas. On détecte un pic unique à fluorescence élevée correspondant aux cellules T initiales chargées de fluorophore. Dans le deuxième cas de figure en bas, les cellules T ont été mélangées aux cellules dendritiques et ont été mises en prolifération. On voit apparaître une série de pics à fluorescence décroissante, reflétant les divisions consécutives des cellules T initiales et la diminution du fluorophore dans chaque génération. En décrivant ces essais de fonction cellulaire, je viens de mentionner la cytométrie en flux. Intéressons-nous maintenant de plus près au fonctionnement de cette technologie puissante. Il s'agit d'une technique à base de laser permettant, comme le nom l'indique, l'analyse de cellules en milieu liquide. Il est important de noter que les cellules peuvent être analysées vivantes et peuvent être récupérées vivantes à la fin de l'analyse. Nous en verrons l'utilité plus loin. La cytométrie en flux permet de caractériser et de compter des cellules ou des particules. Un résultat typique de cytométrie affiche par exemple à gauche les différentes caractéristiques d'une population de cellules en mode nuage ou scatterplot, ou à droite la fréquence de cellules ayant un phénotype donné en mode histogramme. Le principe de la cytométrie de flux repose sur l'entraînement d'un échantillon cellulaire, par exemple des cellules fixées marquées par des anticorps, ou des cellules vivantes exprimant des protéines fluorescentes, par un liquide de gaine. Et le flux de ce liquide de gaine permet l'alignement des cellules en fil et leur passage une à une devant le faisceau du laser. Des photomultiplicateurs détectent pour chaque cellule la lumière dispersée
et la fluorescence qu'elle émet. Les cellules peuvent être captées lors de leur sortie. Je vous invite à voir en détail les principes et le fonctionnement de la cytométrie en flux dans la vidéo liée à ce cours. Voici un aperçu rapide de l'équipement servant à la cytométrie. Les appareils actuels sont suffisamment petits pour être montés sur une table. Le boîtier, ici en bleu foncé, abrite la source de lumière, le laser, les éléments optiques et les photomultiplicateurs servant à capter les signaux lumineux. L'entrée du liquide de gaine et la sortie de déchets liquides sont situés à l'avant de l'appareil, où l'expérimentateur peut insérer soit un échantillon cellulaire en format microplaque ou en format tube à hémolyse. L'appareil est connecté à un ordinateur qui permet l'analyse en temps réel des résultats. Que peuvent nous dire les données générées par le cytomètre et comment les interpréter? En passant devant le laser, une cellule diffracte le faisceau lumineux en fonction de sa taille, le forward scatter, et en fonction de sa granularité, le side scatter. Chaque événement, ou chaque cellule, est compté et représenté sur un histogramme de distribution de fréquences. Les histogrammes sont monoparamétriques et ne représentent qu'une seule caractéristique d'une population de cellules. Un histogramme seul ne peut donner qu'une idée approximative d'une population. Par exemple, l'histogramme de la distribution des tailles, ici en gris, suggère que nous sommes en présence d'une population assez homogène de cellules dont la taille suit une distribution normale. Par contre, l'histogramme de la distribution des granularités montre qu'il s'agit en effet d'un mélange de trois populations bien distinctes, que l'on peut retrouver ici dans l'histogramme des tailles. Pour mieux visualiser ces populations, on a recours aux scatterplots qui permettent de représenter des données multiparamétriques. Par exemple, voici un scatterplot du son complet. On y retrouve les trois types de cellules majeures. En bas, en vert, des cellules denses et petites qui correspondent aux lymphocytes. En rouge, une population intermédiaire, qui sont les monocytes, et en bleu, des cellules larges à granulosité élevée, qui correspondent aux granulocytes. On peut par la suite sélectionner une population d'intérêt, par exemple les monocytes, et interroger les données sur d'autres paramètres caractérisant ces cellules. En plus de la taille et de la granulosité des cellules, qui sont des paramètres inhérents à chaque cellule et ne nécessitent pas de préparation préalable, on peut aussi marquer les cellules par des anticorps couplés à des fluorophores. Une cellule portant l'antigène recherché fixera le complexe anticorps fluorophore et saura émettre la fluorescence correspondante lors de son passage dans le faisceau laser. Un choix judicieux de fluorophore, par exemple ici on a choisi le FITC et le Sci5, permet d'avoir des spectres d'émission distincts, en lumière verte et rouge, qui sont bien éloignés l'un de l'autre. Les cytomètres de flux multicouleurs actuels permettent de distinguer jusqu'à 30 paramètres par cellule à une vitesse de 100 000 cellules par seconde. Voici un exemple d'application, la caractérisation de populations de cellules T du thymus. Les cellules isolées du thymus ont été fixées et marquées par des anticorps anti-CD8 et anti-CD4 couplés à deux fluorophores distinguables, le FITC en vert et le Sci5 en rouge. Ensuite, l'échantillon marqué passe dans le cytomètre qui en analyse la taille, la granulosité et la fluorescence. Parmi les populations représentées sur le scatterplot, nous aimerions caractériser les lymphocytes contenant les cellules T. Après avoir sélectionné la population d'intérêt, nous pouvons voir sur les histogrammes de fréquence que la plupart des cellules sont fortement marquées au FITC ou au Sci5, avec une petite population qui n'a pas retenu de marquage. En regroupant ces paramètres sous forme de scatterplot, nous voyons que la plupart des cellules T du thymus sont en effet double positives CD4, CD8, et que les populations CD4 positives, les TL pairs, ou CD8 positives, les CTL, sont de 10 et de 3% seulement. Une application courante de cytométrie au diagnostic médical est l'énumération des cellules T CD4+, chez un patient séropositif pour le virus d'immunodéficience humaine. Le VIH élimine les cellules T CD4+ d'un individu infecté, et on sait que lorsque leur nombre chute en dessous de 200 par microlitre dans le sang,
le patient est susceptible d'infections opportunistes et sera donc traité de façon prophylactique. Pour déterminer si on a atteint ce seuil, un échantillon de sang complet du patient est fixé et marqué par un mélange d'anticorps anti-CD45, anti-CD3 et anti-CD4. D'abord, une combinaison du marqueur CD45 et de la granulosité permet d'isoler une population correspondant aux lymphocytes. Parmi celles-ci, les cellules CD3 positives correspondent aux cellules T, et parmi elles, une population positive pour CD4 est la population d'intérêt. En comptant le nombre de cellules T CD4+ dans l'échantillon, on peut estimer de façon précise leur nombre dans le sang et décider de traiter ou non le patient. Nous avions vu en passant que la cytométrie en flux permet d'analyser des cellules à l'état vivant. Ceci permet de purifier ces cellules vivantes par FACS ou Fluorescence Activated Cell Sorting. Lors du passage des cellules devant le faisceau laser, leurs caractéristiques sont analysées en temps réel, tout comme en cytométrie de flux. Ensuite, les cellules sont chargées en fonction de leur profil fluorescent. Les cellules qu'on veut retenir, celles qui ont reçu une charge, sont déviées entre des plaques déflectrices chargées et collectées de façon stérile. Ainsi, le FACS permet de générer des populations de cellules hautement purifiées pour des fins diverses, souvent thérapeutiques. Par exemple, on peut purifier des cellules exprimant une protéine transgénique fusionnée à la GFP qu'on aimerait produire à grande échelle. Ou on peut purifier des sous-populations de lymphocytes à partir de sang de patients afin de générer par exemple des cellules T anticancer qui sont spécifiques du patient. Ou encore on peut purifier des cellules souches à partir de moelles osseuses donneurs en vue de leur transplantation dans un récipient. En résumé, nous avons vu quelques techniques d'immunologie courantes utilisées pour détecter, quantifier et caractériser des molécules ou des cellules. La plupart de ces méthodes font appel à l'outil de base de l'immunologiste, qui sont les anticorps. Parfois anciennes, ces méthodes ont servi à élucider des mécanismes fondamentaux de l'immunité, comme par exemple l'incompatibilité du MHC. Néanmoins, elles restent d'actualité dans des applications prometteuses d'aujourd'hui, comme par exemple la thérapie CAR-T, où les cellules T purifiées du sang d'un patient par FACS peuvent être traitées et puis réinjectées pour combattre le cancer. À la fin de ce cours, je vous invite à approfondir vos connaissances en méthodologie immunologique en regardant les quelques animations relatives à ce cours.